Bonjour à chacun. Je vous présente un petit récapitulatif concernant la partie sur la spectroscopie infrarouge. Je vais donc me concentrer uniquement sur ce sujet. Deux parties distinctes. Alors, on va reprendre un peu la nomenclature avec quelques exemples. Et en seconde partie, on va étudier donc la spectroscopie infrarouge et je vais également faire quelques exemples classiques pour qu'on puisse bien faire le tour de la question. Alors déjà, on met en évidence en infrarouge notamment les groupes fonctionnels. Donc nous, on aura souvent rencontré des groupes fonctionnels typiques en chimie organique. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez savoir absolument votre nomenclature systématique. Exemple, je vous ai mis ici sur cette page les 6 premiers préfixes. Alors à connaître par cœur pour les molécules organiques, method, prop, but, pintex, enfin, trouver un moyen mnémotechnique pour retenir tout cela. Donc un carbone pour un alcane, on aura méthane, etc. Et vous avez aussi quelques ramifications alkyles, donc carbonées, très simples, type CH3, le méthyle, éthyle et propyle, donc ça, il faut bien connaître. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Les groupes fonctionnels que vous avez à connaître en terminale spécialité, les plus courants, alors vous avez le groupe hydroxyle. Alors je ne vais pas tout écrire de ce que je raconte. Donc celui-ci, par cœur, on le retrouve de façon simple ici dans les alcools. Donc on dit fonction alcool et on prononce ce groupe hydroxyle. Vous avez également ce qui concerne les acides carboxyliques, à connaître par cœur également. Donc là, vous avez le groupe carboxyle. Donc on dit fonction acide carboxylique ou alors groupe carboxyle. Le R, c'est une chaîne carbonée, ramifiée ou pas, bon, peu importe. Donc voilà pour les acides. On rappellera que pour les acides carboxyliques, la nomenclature, on commence par acide, on fait la nomenclature, on termine par oïque. Les alcools, on termine par ol. Il y a 3 classes d'alcools. Voilà. Autre groupe important, c'est le groupe carbonyle, qu'on retrouve beaucoup en chimie organique, en synthèse, etc. Le groupe carbonyle s'écrit comme ceci. Donc vous avez la C double liaison O. Et en fait, tout va dépendre des substituants. Alors, si on termine par un H, comme ça, et une chaîne carbonée quelconque, on a affaire au groupe aldéhyde. En termes de nomenclature, ça se termine par al, exemple éthanol, voilà. Et une autre famille des carbonyles, la différence est la suivante, c'est-à-dire que le carbone fonctionnel, le C ici présent, est entouré par 2 chaînes carbonées, alors identiques ou distinctes, mais en tout cas, il n'y a pas qu'un hydrogène. À ce moment-là, on a affaire au cétone. Donc on dit une cétone, exemple la propanone, c'est la plus connue, c'est la plus petite, et c'est ce qu'on appelle l'acétone, qui est présent dans les dissolvants en général, en tout cas les plus simples. Quelques exemples. Alors, j'ai marqué les groupes les plus typiques que l'on voit en infrarouge, donc alcool, acide et les carbonyles en général. Il faut quand même connaître aussi les amines. Donc quand vous avez un groupement NH2 ici, donc c'est un groupement basique, on va appeler ça les amines, donc propanamine, des choses comme ça. Donc il faut quand même connaître et reconnaître sur un spectre infrarouge, par exemple. Autre cas, on peut avoir également la présence d'insaturation à type C, double liaison C, qu'on retrouve également dans les alcènes. Alors, quelques exemples de nomenclature. Alors, on est souvent amené en chimie orga, par exemple, à écrire en forme topologique. Donc là, il faut maîtriser. Et par exemple, ici, vous avez un alcool à chaîne linéaire, non ramifiée. Mais pour l'exemple, on va faire une ramification. Voici cet exemple. Si vous avez un peu de mal avec la topologique, rien ne vous empêche au brouillon de remettre en forme, par exemple, semi-développée. Donc là, on aura la correspondance avec la topologique. Alors, il faut faire ça très systématiquement. Donc vous avez un alcool. Alors, le groupe hydroxyle est là. OK. La chaîne la plus longue, alors c'est pareil, il faut aller assez vite là-dessus. Donc là, je vais bien vous montrer un exemple. La chaîne la plus longue, carbonée, elle est ici. Et on a une ramification. Il faut numéroter les carbones. Alors, lui, c'est lui le 1. C'est lui qui est le plus proche de la fonction. On ne va pas numéroter de la gauche à la droite parce qu'on aurait le numéro 5. Donc, il faut minimiser les numéros. Et en position 2, vous avez une ramification type méthyle. Donc, voici le nom. Alors, 5 carbone, donc c'est pentane.
L'alcool est en position 1. Alors normalement, on devrait dire pentane 1-ol, mais le 1 est souvent muet. Donc si on ne prononce pas, sous-entendu, c'est que l'hydroxyle est en position 1. Et en position 2, vous avez un méthyle, donc on va dire 2-méthylpentanol. Autre exemple, par exemple, ici, vous avez un acide carboxylique. Alors celui-ci est très simple, en topologique. Le patron, c'est lui, le carbone numéro 1. Donc 2, 3, 4 et 5, ne pas l'oublier. Celui-ci, c'est un CH3 semi-développé. Donc en termes de nomenclature, on va dire acide pente, parce qu'il y en a 5, pentanoïque. Voilà pour l'exemple. En topologique toujours, alors je vous ai parlé de l'acétone, la voici. Donc là, c'est la propanone. Alors on dit propanone sans chiffre parce que automatiquement, le groupe fonctionnel CO ne peut qu'être au milieu, mais de façon systématique, on devrait écrire la propane 2-on. Dans le langage courant, c'est l'acétone, c'est un exemple. Si vous voulez un cas un petit peu plus complet, on peut écrire comme ça si vous voulez. Voilà. Bon. Donc là, on a encore une cétone, on reconnaît bien le groupe carbonyle entouré par 2 carbones, enfin en tout cas les plus proches. Donc là, vous n'avez pas un aldéhyde, vous avez une cétone. La chaîne principale, eh bien 1, 2, 3, si je numérote dans ce sens. Et vous voyez que si je numérote dans l'autre sens, on a aussi 1, 2, 3. Cependant, vous remarquez que si je fais 1, 2, 3, 4, 5, vous allez me dire, oui, c'est toujours 3 on, ça ne change pas. Oui, mais vous avez un méthyle en position 2 à ce moment-là. Si vous aviez numéroté dans l'autre sens, il sera numéro 4. Donc la numérotation, c'est gauche-droite. Donc là, on y va tranquillement. Donc en 2, on a un méthyle. Je fais beaucoup de temps sur la nomenclature, mais il va falloir vraiment que ce soit vraiment systématique pour vous. Donc 2 méthyl, ok. La chaîne principale, elle fait 5 carbones, donc on va avoir pentane. Et l'acétone est en position 3. Donc là, en revanche, il faut le mettre. Pentane, 3 on. Voilà pour cette cétone. Je vous en fais un petit dernier pour la route. Alors, celui-ci ne pose pas de souci. Alors, en topologie, on ne met pas les H, les CH simples. À côté, si je vous mets la formule semi-développée, la voici, la voilà. Donc là, vous reconnaissez quand même alors, le groupement carbonyle, certes, mais dans cet ensemble-là, vous avez un aldéhyde. Alors, un aldéhyde à 2 carbones, eh bien, c'est éthane. Et on met la terminaison éthanol. Voilà. Bon, il a un autre nom systématique, enfin plutôt usuel, mais on va laisser tomber. Et voilà pour les exemples, c'est vraiment les plus courants. Je n'ai pas tout fait, loin, s'en faut. Bon, ça vous donne une petite révision. Alors, entrons dans le vif du sujet, tu vois. On va parler de spectroscopie infrarouge, je vais quand même aller assez vite. Vous avez en photo un spectro de routine qu'on peut trouver en fac ou dans les écoles de chimie, bon, pas dans le secondaire, évidemment. Il suffit de placer l'échantillon. Alors, on a un support, on peut avoir parfois besoin de solvant. Vous voyez qu'à l'écran, à droite, on obtient directement un spectre de type infrarouge à exploiter. En dessous, je vous ai mis un petit peu le fonctionnement quand même. Donc, il faut une onde électromagnétique et qui soit placée aux bonnes fréquences, c'est-à-dire dans la gamme de l'infrarouge. Et vous avez un faisceau de référence en haut, et bien sûr, on compare avec un passage par l'échantillon. Un détecteur, on appelle ça un monochromateur qui peut sélectionner les fréquences, et vous avez en tout cas une façon de visualiser via des logiciels le spectre d'absorption infrarouge. Alors, on va faire un petit exemple concret. Alors, je vous ai mis pour la théorie un peu de révision. La spectroscopie infrarouge va concerner des mouvements de la molécule. Alors, j'ai quelques exemples. Quand vous allez envoyer une onde électromagnétique, en tout cas une gamme d'ondes électromagnétiques à travers des molécules, elles peuvent se mettre à vibrer, c'est-à-dire qu'il va y avoir absorption de l'énergie. Et il existe plusieurs modes de vibration. Donc là, je ne fais pas du tout de hors programme, on va rester très simple. Vous voyez dans le tableau plusieurs types de vibrations. On a d'abord l'élongation, donc ça se comprend bien, c'est-à-dire allongement ou rétrécissement des liaisons covalentes. Alors de façon symétrique, donc ça va dans le même sens, soit on s'éloigne, soit on se rapproche. Vous avez l'exemple dans ce tableau des molécules de type CH2. Donc on voit le mode symétrique ou antisymétrique, donc c'est comme si les liaisons
À gauche, ça s'allonge pendant ce temps qu'à droite, ça se rétrécit. Et ensuite, vous avez aussi des vibrations de déformation qu'on rencontre beaucoup dans les spectro-infrarouges. C'est-à-dire que vous allez avoir des mouvements angulaires des différentes liaisons. Donc vous avez de façon symétrique ou antisymétrique, je ne peux pas aller plus loin là-dessus, mais très concrètement, vous allez avoir en termes d'absorption d'énergie, je vous ai mis ici un diagramme d'absorption. Alors habituellement, vous avez des absorptions d'un niveau d'énergie à un autre, on appelle ça des niveaux électroniques. Il se trouve que si on prend en compte les mouvements de vibration des molécules, cela va nous amener des sous-niveaux d'énergie, donc que vous avez par exemple ici ou là. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements d'énergie de sous-niveaux entre eux, pour rester simple, ce qui va nous faire non pas des spectres de type de Ré que vous avez appris dès la classe de seconde, mais on va avoir une bande d'absorption, donc avec un certain nombre de fréquences, et qui correspondent à ces sous-niveaux. Alors pour résumer, ça va être vraiment lié aux vibrations d'élongation ou de déformation des molécules. Pour mémoire, quand on fait passer l'onde électromagnétique alors dans la gamme de l'infrarouge à travers une substance, dans une cuve par exemple, vous avez appris qu'on pouvait mesurer ce qu'on appelle l'absorbance. Autrement dit, l'intensité lumineuse va être différente à la sortie de la solution qu'à l'entrée. Et on peut la relier, cette absorbance, à une grandeur qui est vraiment utilisée typiquement en infrarouge, à ce que l'on appelle la transmittance. Alors, la relation entre les deux, elle est ici. Et ce qu'on regarde dans les diagrammes d'infrarouge, c'est plutôt la transmittance plutôt que l'absorbance, pour des raisons pratiques et graphiques. Donc, ce qu'on va observer en ordonnée, c'est non pas l'absorbance, comme pour la loi de Beer-Lambert, par exemple, mais la transmittance. On va regarder ça sur un exemple. Alors, je vous ai placé ici un spectre infrarouge quelconque, typiquement. Donc, vous avez en ordonnée la fameuse transmittance qui est en pourcentage. Autrement dit, si t égale 1, c'est-à-dire 100%, tout est transmis, donc la molécule n'absorbe absolument rien, donc l'absorbance est nulle. Et à contrario, si la transmittance est nulle, donc on a une transmittance, on n'a aucune transmission, donc l'absorbance est au maximum, eh bien on va se retrouver en bas. Donc vous voyez qu'entre les deux extrêmes, alors on est rarement à 100% à cause de différentes absorptions diverses ou de solvants, donc on est plutôt autour des 90%, donc plutôt par là, peu importe. Et si on a des molécules actives en infrarouge, elles vont absorber dans certaines gammes de fréquences. Donc on va avoir soit des bandes, soit des raies assez fines d'absorption. En abscisse, donc la gamme balayée, alors vous remarquez, on a à peu près entre 500 et 4000, mais ce n'est pas la longueur d'onde, c'est marqué wave number. En abscisse, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Donc en fait, en abscisse, alors on l'appelle sigma, c'est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde. Et attention, l'unité usuelle est en centimètres moins 1. Il faut faire attention un petit peu à tout cela. Et la gamme balayée, souvent dans le spectrum infrarouge, c'est de 500 à peu près centimètres moins 1 à 4000. Alors la molécule qui est présentée ici est un alcool. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous demander son nom, on ne va pas se mentir, c'est le propanol, donc un alcool primaire. Et on voit donc son spectre d'absorption en infrarouge. Alors, il y a des zones à connaître, c'est-à-dire souvent la zone ici, alors assez restreinte, on va dire plutôt en dessous des 1000 ou plutôt 1200, un petit peu en dessous. Donc, celle-ci est difficile à exploiter. Elle concerne souvent des liaisons CH, donc difficile à exploiter pour nous. On appelle ça la zone des empreintes digitales. Donc on va dire qu'au niveau du secondaire, on ne va pas trop s'en préoccuper, sauf si vraiment il y a quelque chose de particulier à analyser. Et en revanche, toute la zone au-delà peut être tout à fait exploitable. Donc par exemple, ici, on a une bande d'absorption assez intense qui va correspondre au groupe hydroxyle. On va regarder dans le détail dans quelques exemples tout à l'heure. Et ici, donc, on a une espèce de bande d'absorption un petit peu accidentée qui correspond aussi à des groupes CH dont on va parler, des CH3 par exemple. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut apprécier, qu'on peut déterminer. Et souvent, et tout le temps d'ailleurs, vous allez vous référer à des valeurs tabulées.
Donc, ils vont vous être donnés dans un tableau des valeurs typiques théoriques. Donc, on fait souvent le comparatif entre ce qu'on observe et les valeurs théoriques pour se prononcer sur l'existence ou l'absence de tel ou tel groupe fonctionnel. Donc, voilà pour cet exemple. Il y a une question qui est vraiment récurrente, qu'on va tout le temps vous poser. Donc là, je vous ai dit que le nombre d'ondes, donc sigma, est borné à peu près entre 500 et 4000 cm-1. OK. Et on peut vous dire, montrer qu'il s'agit bien du domaine de l'infrarouge. Donc on va faire ça tout de suite en page suivante. Donc j'ai posé la question, montrer qu'il s'agit du domaine de l'infrarouge. Donc le sigma, vous voyez qu'il est à peu près borné dans notre expérience entre 500 cm-1 et 4000. Eh bien, à vous de déterminer que nous sommes bien dans l'infrarouge. Alors, pour faire cela, il faut passer immédiatement en longueur d'onde. Donc, pour passer la longueur d'onde, vous savez, lambda, c'est 1 sur sigma. Donc, faites gaffe, ça inverse aussi l'encadrement. Donc là, on va mettre le 4000 ici, donc 1 sur 4000. Et ici, 1 sur 500. Donc, vous faites évidemment l'opération. Alors, elle se fait peut-être sans trop de difficulté quand même. Donc, on va avoir quoi? Donc, 2,5, ici, attention, 10-4, pour l'oublier. Alors, si vous inversez des centimètres moins 1, soyons logiques, on va être en centimètres. Donc, ici, et on a de tête 2, 10-3 centimètres pour l'autre borne. Alors là, on ne peut pas trop conclure parce que vous n'êtes pas habitué au centimètre. Dans les diagrammes de spectro, on est plutôt en nanomètres, donc il faut passer des centimètres au nano. Alors, si vous avez le moindre doute, évitez à tout prix les erreurs. Faites votre petit tableau, comme moi, par exemple, millimètres, centimètres. Vous savez que 3 cases plus bas, il y a les micromètres. Vous savez, on va de 1000 en 1000. Et 3 cases plus bas, on est en nano. Donc, on va passer de centimètres en nanomètres. Alors, ça paraît trivial ce que je fais, mais n'empêche que ça évite moult erreurs. Si vous comptez, il y a 7 cases. Donc en général, on écrit 10 puissance 7, et on est plus grand, parce qu'on est en centimètres. Alors comme on est plus grand, on met plus 7. Moyen très simple. Donc vous allez multiplier par 10 puissance 7 nos deux valeurs. Bilan. Donc on se retrouve ici avec 2500, mais cette fois-ci en nano. Lambda. Et ici, on est borné à 20 000 nanos. Et là, on peut conclure que nous sommes dans l'infrarouge, parce que l'infrarouge est assez vaste. Alors, si je vous fais un petit récapitulatif, alors faites gaffe, on a l'impression que 2005 ou 20 000, c'est dit, oh là là, c'est trop loin. Non, non. Parce que vous pensez que l'infrarouge, c'est 800 000, mais pas du tout. L'approche infrarouge peut commencer à environ, alors je vous fais des marges assez floues, mais entre 800 nanos et 20 micromètres à peu près, nous sommes dans le proche infrarouge. Alors 20 micromètres, si vous regardez votre petit tableau, c'est 20 000 nanos. Donc on est bien dans le proche infrarouge, en tout cas en ce qui concerne notre exemple numérique ici. Donc vous voyez que 2500 nanos à 20 000, c'est le proche infrarouge. D'accord ? Alors après, ça concerne le niveau vibrationnel, donc les vibrations des liaisons que j'ai montrées. Si on s'éloigne un petit peu, on a l'infrarouge lointain, comme on dit. Donc l'infrarouge, c'est vraiment vaste comme domaine, donc retenez cela. Donc on va passer de 20 micromètres, où on était tout à l'heure, et on peut monter jusqu'à 10 cm environ. Là, on empiète quand même dans les micro-ondes. Donc c'est vraiment le lointain infrarouge. Donc la gamme est extrêmement vaste. Là, on est plutôt dans des modes de vibration plutôt rotationnels. Donc, je n'entrerai pas dans ces détails. Donc, on a des énergies un petit peu différentes. Donc, voilà pour ces gammes-là. En tout cas, cette page est importante pour les ordres de grandeur. Retenez bien un petit peu les gammes. Et surtout, sachez répondre à cette question qui est extrêmement récurrente. Montrer que l'on travaille bien dans l'infrarouge. On va traiter quelques exemples concrets. Alors, exemple de spectre, en voici un. Alors, tout de suite, là, c'est là où vous devez vous rendre compte absolument que si vous ne connaissez pas du tout votre nomenclature, c'est coincé. Exemple, quel est le nom de cette molécule? La voici, la voilà. Je ne vais jamais vous donner les noms comme ça, c'est à vous de les trouver. Alors, soit on vous donne une formule brute, à vous de trouver si c'est un alcool, un acide, on a déjà fait les exercices là-dessus. Soit on vous donne la molécule, c'est possible, c'est plutôt quand même le contraire. Alors, si vous comptez les carbones, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On peut numéroter dans n'importe quel sens. Vous avez affaire au pentane,
qui est un alcane ici sans ramification, donc linéaire, hydrocarbure très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer pour le pentane? Alors, tout de suite, en termes de spectre, vous avez une bande assez importante ici, un petit peu perturbée, mais en tout cas tout à fait significative ici. Alors, on écrit quand vous écrivez sur votre copie, hein, vous avez un tableau théorique à disposition, vous pouvez comparer un petit peu les valeurs, et on voit qu'on a quand même une bande assez large dans les, mettons qu'expérimentalement, vous dites 2900 cm-1, et dans les valeurs tabulées, on retrouve ceci, donc c'est un CH tétraédrique, donc typiquement les CH3, les CH2 au milieu de chaîne, et on a une gamme comme ça de nombres d'ondes entre 2800 et 3000. Vous voyez, ça correspond tout à fait. Donc ce que j'écris en blanc, ce sont les valeurs théoriques à comparer au rouge qui est mentionné à l'écran. Donc là, vous avez identifié du CH tétraédrique. Dans la tablature, c'est marqué signal fort, par exemple, et multiple. Alors quand je dis multiple, c'est qu'on va avoir une petite bande avec plusieurs signaux. Effectivement, ici, c'est assez multiple. Donc on a identifié le CH. On a des modes symétriques et antisymétriques type CH2, dont j'ai montré les exemples tout à l'heure. C'est tout à fait cohérent. Et alors, on remarque également, en grattant un petit peu les signaux, vous avez quand même quelque chose qui est relativement, qui n'est pas négligeable, c'est ce signal-ci. Alors, on pourrait l'identifier autour de 1400, et si on regarde la théorie, on a quelque chose qui ressort à 1425 cm-1 jusqu'à 1470, donc ça, c'est les valeurs tabulées. Donc là, vous dites, OK, c'est significatif, et quand on l'identifie, c'est du CH. Donc évidemment que dans le pentane, on en a un certain nombre. On a une mention assez forte, et ça correspond à des déformations. Donc quand on a les 1500, 1400, on est plutôt dans le domaine des modes de déformation. Voilà pour ce type de spectre. Exemple suivant, un peu plus fourni. Alors la molécule, elle est ici. Alors faites tout de suite la gymnastique. Quel est son petit nom? Vous avez un acide carboxylique avec 1, 2, 3, 4 carbones. Il est simple, pas de ramification. Donc c'est l'acide butanoïque. Et il faut identifier les groupes caractéristiques en spectroscopie infrarouge. Alors là, clairement, qu'est-ce qui ressort? Évidemment, c'est cette bande-là d'absorption qui est vraiment extrêmement intense, que vous pourriez éventuellement centrer autour de sigma, allez, 2900, mais vraiment une bande large, intense, un peu accidentée. Si vous voulez, si vous regardez la théorie, on reconnaît le célèbre sigma OH. Alors, c'est un sigma OH acide, d'après le tableau. Et donc, c'est un mode d'élongation de la liaison. Je fais assez bref. Et on le situe en théorie entre 2500 et 3200. Donc, vous voyez, c'est une gamme assez large. Donc, évidemment, c'est parfaitement identifié ici en forte et bande large, donc tout à fait cohérent. Autre remarque, on observe quand même quelque chose de significatif ici. Alors on pourrait dire autour de 1700 si je vais vite. Donc un nombre d'ondes significatif à 1700 cm-1. Alors à force, on connaît ça par cœur, donc ça va être un CO. Donc c'est un sigma CO, donc C du boson O, mais type acide. Donc ce ne sont pas les aldyles ici. Et les valeurs tabulées, c'est 1681 jusqu'à 1710, donc on est vraiment en plein dedans. Donc c'est typiquement fort. Donc là, vous identifiez alors, sur une copie, vous dites, voilà, nos valeurs expérimentales corroborent tout à fait les valeurs tabulées. On peut donc identifier formellement le groupe fonctionnel carboxyle. Voilà. Puis si on va plus loin dans le fingerprint, on peut trouver éventuellement des CH typiques, mais je ne vous embêterai pas là-dessus. Voilà. Autre cas, et on va dire que c'est le dernier, ça permettra de faire des exemples les plus courants pour vous. Alors on a un alcool, le propanol, et on doit l'identifier formellement. Donc là, comme vous commencez à avoir l'habitude, on a tout de suite une bande large typique dans les 3400. Donc si vous faites la valeur expérimentale, peut-être 3400 cm-1 sur la copie, à comparer aux valeurs théoriques. Donc là, la valeur théorique est extrêmement célèbre, c'est du OH. Alors, quand on dit OH lié, c'est-à-dire par des liaisons hydrogènes, donc la molécule est ici présente en solvant, donc elle est solvatée. Donc le OH ici échange des liaisons électrostatiques type hydrogène.
Et les valeurs théoriques, c'est 3200, souvent on commence à 3002, 3004, donc on est en plein dedans. Donc bande forte et large, donc c'est tout à fait cohérent. Donc on identifie formellement le groupe OH ici lié, donc en solvant. Autre chose, bon alors juste avant le 3000, il ne faut pas le louper celui-là, on a quelque chose de significatif. Donc sigma, alors un petit peu en dessous de 3000, on va dire, allez, 2900 pour faire bref. Quand vous regardez la théorie, on se retrouve à quelque chose qui est très connu, c'est le CH tétraédrique, comme je l'ai écrit précédemment, qui donc a une absorption à 2800-3000. Donc du coup une transmittance très très faible, hein, parce qu'on a quand même quelque chose, si vous regardez un petit peu là, on a une absorption très importante dans cette gamme-là. Donc on identifie aussi un CH tétraédrique qui sont évidemment présents dans l'alcool. Si on veut terminer par quelque chose d'un peu plus fin, après on ne peut pas vous embêter, mais il y a quand même quelque chose de multiple ici, avec une absorption, on pourrait dire centrée sur 1000, donc quelque chose qui est à peu près centré sur 1000 cm-1, qui est significatif. Alors si vous arrivez à l'isoler un petit peu, donc on a quand même quelque chose, vous voyez, assez important dans le tableau, ça a une absorption importante, on peut en parler. Et si vous regardez les valeurs tabulées, donc elles correspondent à du CO, alors qui est souvent centré autour de 1000, c'est un petit peu plus néanmoins, parce que c'est assez large, et c'est tout à fait identifiable, ça correspond à du CO. Et effectivement, dans la molécule identifiée, alors hormis la chaîne carbonée linéaire ici, CH3, CH2, CH2, on voit qu'il y a quand même du COH en terminaison. Donc on identifie en fait la vibration de cette liaison-là qui est quand même assez typique. Donc voilà pour les quelques exemples que j'ai pu vous présenter. C'est un petit peu long, mais j'espère avoir fait un petit peu le tour. Donc tout ce qui est présenté là, faites tourner ces exemples. Apprenez surtout votre nomenclature, c'est vraiment la base. Sinon, tu ne peux rien faire. Ça te sera utile de toute façon, parce qu'on va faire pas mal de chimie organique dans quelques semaines. Et de toute façon, si tu projettes de voir un petit peu de chimie en post-bac, alors que ce soit en prépa, en fac ou en passe, etc. Donc là, il y aura énormément de chimie organique, donc il faut vraiment maîtriser. Voilà, et bien j'espère que ça vous sera utile, c'est le but vraiment, et puis à une prochaine vidéo. Merci à tous, à bientôt.